Justement, on a vu une technique bien pirate, bien secrète, que je vais révéler dès maintenant. Selon toi, qu'est-ce que ça veut dire le savoir-être dans le produit ? Puis je pense aussi qu'il faut pas se voiler la face dans le produit informatique. Il y a beaucoup de créativité, que ce soit en conception ou en développement. Et la créativité, ça demande un effort, ça demande quelque chose qui peut être quelquefois assez douloureux, d'être jugé par les autres. Donc cette idée de... Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du calendrier de l'Avent du produit. Pour cette seconde édition, j'ai eu le plaisir d'échanger avec 24 nouveaux passionnés que vous découvrirez jour après jour. Et en ce 5 décembre, je donne la parole à Arnaud, qui est Product Stratégiste. Salut Arnaud, comment ça va ? Écoute, ça va très bien, Marceline. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Alors oui, je m'appelle Arnaud Lissajou, j'ai 38 ans, je suis né à Poitiers. Actuellement, je travaille au sein d'un collectif qui s'appelle le collectif POPA, et j'y occupe le poste de Product Stratégiste. Donc en règle générale, je suis responsable des feuilles de route, de notre outil de gestion sur Notion. Et j'amène l'équipe de conception à travailler harmonieusement avec l'équipe de développement. Passer de Product Designer à Product Stratégiste, quelles sont les similitudes et les passerelles entre les deux fonctions ? C'est une très bonne question. Alors, je pense que le métier de Product Stratégiste, il n'est pas forcément encore très démocratisé en France, quoi qu'on commence à avoir des fiches de poste assez pertinentes du côté de Tiga par exemple. Je crois qu'il y a aussi une agence de conseil Clint qui en fait des très belles. C'est un métier qui évidemment aux États-Unis ou dans le monde de l'innovation en règle générale est déjà assez reconnu. Je pense que c'est vraiment une spécialité ou vraiment une expertise poussée à son max vers la stratégie lorsqu'on est product manager par exemple. Moi je me suis un peu toujours refusé au rôle de product manager. Je viens effectivement beaucoup plus de la conception, de l'UX design, du product design, mais je sais aussi développer HTML, CSS, JavaScript, et j'ai toujours eu un fort intérêt pour les modèles agiles. Et les modèles agiles, c'est plutôt adapté au développement. Donc le fait d'être à fond sur le design thinking, on va dire, d'un côté avec l'UX design et à fond sur les modèles agiles pour encadrer les équipes de développement. Et là, c'était plutôt un rôle qu'un métier, en tant que Scrum Master, par exemple, ou facilitateur agile. Finalement, en fusionnant ces deux compétences, conception et donc UX design et agilité, finalement, ça donne un bon product stratégiste. Enfin, en tout cas, j'espère pour les équipes et pour mes collaborateurs. Pourquoi est-ce que tu te refuses le rôle de product manager ? C'est une bonne question. Je sais pas dire non, déjà, et je pense qu'un très bon product manager, il doit savoir dire non, voilà. Product management, c'est un métier qui amène à négocier quelquefois avec les développeurs, avec les parties prenantes, et donc il faut savoir trancher, décider assez fortement, savoir dire non. Et moi, je suis plutôt un yes man. J'essaie plutôt de trouver des solutions à des problèmes, donc je suis un meilleur facilitateur Scrum Master que product owner ou product manager. Et cependant, effectivement, en me spécialisant finalement tout au long de ma carrière, là ça fait quand même plus d'une dizaine d'années que je travaille sur du produit informatique, donc le rôle de product strategist ou le métier de product strategist effectivement convenait mieux à mon champ de compétences, comme je l'ai dit, entre le product design finalement et les modèles agiles, les modèles d'organisation même ligne à plus grande échelle. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est qu'un collectif et qu'est-ce que vous faites chez Collectif POPA ? Alors en effet, ouais. Nous, avec Popa, on se définit pas comme une agence, on se définit véritablement comme un collectif. Nous, c'est vraiment le modèle qu'on a choisi. Moi, j'avais déjà un groupement d'intérêt économique avec l'un de mes collaborateurs, Benjamin Riva. Et ensuite, finalement, par expérience et par la volonté, le plaisir de travailler avec certains de mes collaborateurs, et bien effectivement, chacun a son entreprise, SARL, auto-entreprise, et ça dépend des formes juridiques. Mais on a une seule facturation, une seule identité, avec le collectif POPA. Et donc ça nous permet évidemment de travailler des projets qui sont plus ambitieux que lorsqu'on travaille solo. Nous, c'est un collectif d'une dizaine de personnes, il y a deux équipes, une équipe de conception et une équipe de développement, il y a un brand manager, il y a une product marketing manager, donc on peut faire pas mal de choses, quoi. Et du coup, dans chacune de tes expériences, tu mets en évidence le savoir-faire et le savoir-être. Selon toi, qu'est-ce que ça veut dire le savoir-être dans le produit ? Effectivement, je fais bien la distinction entre savoir-faire et savoir-être parce que finalement, quand on énonce un savoir-faire, donc une compétence, par exemple, être capable d'établir une feuille de route, être capable de mettre en place une stratégie produit,
Finalement, dans cette phrase, soit il y a un livrable, soit il y en a pas, quoi. C'est-à-dire que si je dis établir une feuille de route, je pense que tout le monde voit très clairement quel est le livrable, la roadmap. Et donc là, on est clairement sur du savoir-faire. Je vais utiliser un outil, Notion, Jira ou autre pour pouvoir construire ma feuille de route. Et finalement, je vais y arriver très bien comme ça. Ça, c'est du savoir-faire. Quand il n'y a pas de livrable, je sais pas, par exemple, effectivement, respecter des rituels agiles, des choses comme ça. Bon, là, c'est pas concret, quoi. C'est pas quelque chose de palpable. Finalement, on est beaucoup plus sur du savoir-être. C'est une posture en réunion, c'est une posture en tant qu'animateur, en tant que décideur. Et donc là, on est véritablement sur du savoir-être. Donc les deux sont forcément complémentaires. Je veux dire, pour arriver à faire correctement son métier, je dirais qu'il y a au moins 60% de savoir-faire, c'est classique, et 40% de savoir-être, même si après, ça ne donne pas la valeur. C'est-à-dire que ces 40% peuvent être quelquefois même plus importants que les 60% de savoir-faire. Ça va dépendre de la situation. Quelquefois aussi, ce que les gens nous reprochent, c'est aussi ce qu'il faut cultiver, et c'est ça aussi être singulier, c'est ça aussi avoir une personnalité. Et moi, j'entends que j'ai pas toujours eu peut-être le comportement qui était attendu par certains de mes commanditaires, c'est certain. Mais à la fois, ce sont mes commanditaires, c'est pas mes patrons. Et moi, je suis quelqu'un qu'on dit un peu untouchable, qui est difficile, c'est difficile effectivement de me donner des ordres, et je pense que je tiens à ce que chacun ait sa liberté finalement, chaque personne sur cette planète. Et à un moment, on peut avoir des relations professionnelles avec les gens qui sont des relations d'échange, mais moi, j'accepte pas qu'on me parle mal, qu'on me donne des ordres, et je vais réagir assez violemment par rapport à ça, alors que quelquefois je pourrais mettre un peu d'eau dans mon vin et laisser passer, prendre les choses moins personnellement. Voilà ce qu'on dira dans le savoir-être, d'être bienveillant, et finalement de ne pas prendre les choses personnellement, mais non, moi quelquefois je suis passionné, je prends les choses personnellement, et puis je pense aussi qu'il faut pas se voler la face dans mes produits informatiques. Il y a beaucoup de créativité, que ce soit en conception ou en développement, et la créativité, ça demande un effort, ça demande quelque chose qui peut être quelquefois assez douloureux, d'être jugé par les autres. Donc cette idée de ne rien prendre personnellement, on n'est pas des robots non plus. Donc finalement, comme tout processus créatif, voilà, c'est l'amour et la violence. On est passionné, mais il y a toujours quelque chose de dur. Donc c'est pour ça, voilà, le comportement. Non, mais après, faut être professionnel, poli. Moi, j'aime bien mettre de la politesse, de l'humour. Prendre du recul. Maintenant, j'entends que sur des relations professionnelles, si on veut progresser, quelquefois faut peut-être être un peu moins pirate que moi et faire le dos rond. Et du coup, pour terminer cette introduction, est-ce que y a quelque chose dans le produit que tu as appris récemment ? Si je devais parler d'un des apprentissages les plus récents, je pense qu'on a tous été un peu matrixés par la dernière présentation de ChatGPT, notamment ChatGPT Vision. C'est assez impressionnant. Ça ouvre à des opportunités de produits qui sont assez incroyables. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles je suis assez en veille, effectivement. Là, c'est le premier truc qui me vient à la tête, mais je te dis, tous les jours, je vois une information qui m'intéresse, qui me passionne. On va passer à la partie 2. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui se lance dans le produit aujourd'hui ? De bien s'entourer. De bien s'entourer. Je pense que c'est hyper important d'avoir des équipes qui sont bien complémentaires. Si on veut faire du produit informatique aujourd'hui, ça demande quand même des métiers qui sont assez spécialisés. C'est pas la même personne qui développe et qui conçoit, c'est pas la même personne qui fait la stratégie et qui fait les tests, par exemple. Enfin, aujourd'hui, c'est de plus en plus quand même, alors pas compartimenté, c'est vraiment une complémentarité des compétences. Mais ça nécessite effectivement au moins d'avoir un top 3, quoi. Je veux dire, si on veut vraiment pouvoir faire des projets ambitieux aujourd'hui, c'est bien d'avoir quand même 3 personnes avec des compétences suffisamment différentes en conception, en développement, en stratégie. Sinon c'est un peu compliqué. Moi j'ai commencé ma carrière, je suis un dinosaure maintenant, mais on pouvait encore faire semblant de faire un peu les choses toutes seules, de la conception jusqu'au développement. Aujourd'hui, on perd du temps à essayer de faire les choses tout seul, quoi. En fait, il y a quelquefois, je sais pas, il y a je crois que c'est Nelson Mandela ou un proverbe africain qui dit qu'on va plus vite quand on est tout seul. Moi, je suis pas tout à fait sûr là. Dans le produit informatique, on va vraiment beaucoup plus vite lorsqu'on est ensemble.
On va passer à la troisième partie. On va parler de Framer. Pourquoi est-ce que tu as choisi Framer? Alors j'ai choisi Framer. Pourquoi? Parce que sur ces 10 dernières années, c'est un peu ma carrière quand même dans le produit, bah finalement ça a pas mal évolué sur tout ce qu'on appelle les systèmes de gestion de contenu, Content Management System, CMS. Nous il y avait l'ogre WordPress évidemment. Je veux dire, au tournant des années 2000, c'était quand même inévitable de travailler sur WordPress. Moi j'étais pas fan parce que c'est des grosses couches de PHP et que j'étais pas du tout à l'aise sur le PHP. Je veux dire, vraiment, HTML, CSS et JavaScript, c'est ma limite. Donc j'étais pas hyper fan. Et puis, ça a bien évolué, alors notamment avec Webflow, qui je trouvais était vraiment le WordPress killer. Et là, on est justement beaucoup plus sur des couches de JavaScript de mémoire. Et ça, je trouve que c'est un super système de gestion de contenu. Mais il a pas, je trouve, parfaitement abordé le paradigme qui nous amène à travailler de Figma jusqu'au système de gestion de contenu. Parce que nous, effectivement, et moi d'autant plus en étant UX designer, en travaillant avec des UI designers, Figma, ça a changé notre vie, quoi. C'est vraiment, sur ces 10 dernières années, c'est peut-être un des outils qui a été les plus importants dans nos carrières et qui continue à évoluer dans un très, 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 très bon sens. C'est un outil indispensable pour nous. Et donc, finalement, comme souvent, lorsqu'on travaille sur du MVP ou sur du prototype, il y a un gros effort de conception. Et ça, Webflow l'a pas forcément bien taclé. Ils ont un peu standardisé, quoi. Ils ont fait une boîte à assets, donc une boîte d'éléments qui standardise un peu toutes les possibilités qu'on peut avoir sur Figma lorsqu'on est créatif. Alors pour des bonnes raisons, pour pouvoir aller chercher un site qui est rapidement adaptatif, qui va vite être reconnu par l'environnement Webflow. Et ça ne nous empêche pas après, derrière, en développement, de faire du custom code si on veut aller chercher un peu plus de créativité, mais ça va brider potentiellement un peu le concepteur dans ce qu'il peut faire sur Figma. Donc je trouve que c'est pas forcément le bon paradigme, alors que Framer, évidemment, lui, a saisi le très très bon paradigme avec, donc pareil, il a son plugin Figma to Framer, où là, finalement, on est dans un CTRL-C, CTRL-V de nos sections de Figma jusqu'à Framer, et donc là, cette rapidité, cette efficacité, c'est tout ce qu'on aime. C'est tout ce qu'on aime dans le produit informatique. Oui. Voilà. Et du coup, toi, tu utilises Framer pour des landings ou tu fais des apps aussi avec? Non, alors effectivement, je sais qu'on peut aller assez loin. Notamment, moi, j'ai fait pas mal d'expérimentations sur des formations no-code avec Maestro pour pouvoir associer, par exemple, Airtable à Framer et pour aller chercher quasiment des petites apps. Mais nous, au sein du collectif, c'est vraiment que du site vitrine. Donc landing page et site vitrine. Et même landing page, moi, je suis très très fan de Typedream en no-code. Donc c'est vraiment site vitrine, donc un peu plus profond quand même qu'une landing page, qu'on va traiter nous avec Framer. Et dès qu'on passe sur du e-commerce, on va potentiellement aller chercher du Shopify ou du Webflow. Et puis Webflow, c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut aller chercher même, on va dire, tout ce qu'on ne peut pas aller chercher avec Framer et Shopify, on peut aller le chercher avec Webflow. Ce que tu fais avec Framer, ça devient un vrai site derrière, avec des bases de données. Enfin, tu peux tout relier. Facilement. Ah ouais, ça qui est dingue. C'est vrai site internet. Tu fais un CTRL-C, CTRL-V, mais vraiment, t'as le plugin qui est sur ton Figma. Tu fais, t'appuies sur le plugin, il va enregistrer les assets. Alors, je le dis d'ailleurs tout de suite en tips, il faut pas essayer de faire toute une page d'un coup, il faut y aller vraiment section par section. Pour terminer cet entretien, est-ce que tu peux offrir à ceux qui nous écoutent 2 ou 3 tips secrets pour utiliser Framer? Mais avec grand plaisir. Moi, je fais pas payer mes conseils. Enfin, pas sur des podcasts en tout cas. Ouais. Avec Jean-Denis, justement, on a vu une technique bien pirate, bien secrète, que je vais révéler dès maintenant. C'est qu'on peut faire des super intégrations de Spline. Spline, c'est un outil qui permet de faire de la 3D pour le web ou pour l'applicatif, qu'on peut intégrer facilement avec Framer. Et normalement, gratuitement, on aura toujours le logo de Spline. Mais en fait, on a trouvé une technique en tout simplement en agrandissant la taille de l'asset à agrandir et en le masquant avec une div, on voit plus le logo. Donc en fait, c'est vraiment très très facile d'intégrer de la 3D sur Framer, que ce soit avec Spline ou avec d'autres outils. Et si on est malin, d'arriver à cacher le logo qui se trouve toujours en bas à droite en règle générale par une div bien placée ou par une section bien placée.
Donc c'est une question d'architecture et de conception des Figma, mais ça peut fonctionner et ça donne des super résultats. On peut le voir d'ailleurs sur Management Gate. Nous on avait des canettes et des bouteilles en 3D qui bougent en fonction de la souris de l'utilisateur, et on trouvait que c'était assez stylé. Et donc je le conseille à tout le monde. Et au-delà de ça, moins pirate et tout aussi pro, de pas hésiter à aller sur le Dribbble de Framer. Donc Dribbble qui est quand même une référence par rapport aux inspirations en UX, en UI. Et là, quand on tape Framer, il y a beaucoup de très très belles inspirations pour utiliser de la 3D, pour utiliser Airtable pour faire des apps. Il y a plein d'expérimentations qui sont super stylées, notamment par des employés de Framer qui ont des portfolios assez impressionnants. Et donc, je conseille à tout le monde, effectivement, de taper ce mot-clé Framer dans Dribbble et d'aller voir de quel bois se chauffe l'outil lorsqu'il est poussé à son max. Merci beaucoup d'avoir participé à ce calendrier de l'avant du produit. Est-ce que tu as un petit mot de la fin ? Puisque c'est un calendrier de l'avant, je vais évidemment souhaiter à tous ceux qui nous écoutent toute la réussite dans leurs projets personnels et professionnels dès 2024 et plus encore. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez retrouver un résumé en vous inscrivant à la newsletter sur afternoon.pm. À demain pour un prochain épisode.